premiers symptômes, je les ai eus en jouant au football avec mes enfants. J'ai le genou qui m'a lâché 2 fois pendant le match, mais au fond, je pensais que c'était dû à des chocs ou des choses comme ça, quoi. Et puis après, par la suite, j'avais mon genou qui me lâchait quand je marchais, même dans la rue, mais je tombais pas encore, quoi. Il me lâchait. J'avais des problèmes de main, j'avais du mal à ouvrir ma main. Je faisais de la boxe, donc depuis une vingtaine d'années, donc je pensais que c'était des rhumatismes ou quoi. Jamais je pensais pas que c'était une maladie, quoi. Après, j'ai été voir un médecin dans un hôpital qui pensait que c'était les ménisques. J'ai quand même demandé un autre avis à mon médecin généraliste qui m'a envoyé voir un kiné. Et c'est le kiné qui a découvert que j'avais une jambe qui était beaucoup plus maigre que l'autre. Et là, on a fait les tests et là, on a diagnostiqué la maladie de Steinhardt. L'annonce, d'abord, je n'y ai pas cru. Parce que quand il m'a annoncé ça au téléphone, je me dis, mais c'est quand même pas une myopathie. Il me dit si. Donc moi, mais j'étais au travail. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Encore une myopathie à 40 ans, on marche sur la tête, personne n'est malade, d'où ça peut sortir? Même le médecin, au début, ne savait pas trop ce que c'était, quoi. Enfin, il savait que c'était une maladie, mais exactement quoi, on ne savait pas trop. Donc il s'est renseigné de son côté. Puis moi, après, à la Salpé, ils m'ont expliqué plus ou moins ce que c'était, quoi. De toute façon, dès que j'ai entendu le nom de cette maladie, j'ai pensé qu'aux enfants. Hein. Parce que comme c'est une maladie dominante, forcément, les enfants pouvaient être forcément touchés. J'ai vu une généticienne. Ma petite nièce est née avec des symptômes. Personne ne trouvait ce qu'elle pouvait avoir. Salut. C'est nous. Salut. Hein? Ouais, toi? Non? Ouais, ça va. Ça va? Bonjour. Quand nous avons vu la généticienne, elle m'a dit surtout dites à votre belle-sœur de m'appeler tout de suite parce que je pense que la petite a la maladie de Steinhardt. On ne savait pas expliquer ce qu'elle avait. Donc ils m'ont dit il faut que tu appelles tout de suite, ils vont te donner un rendez-vous tout de suite. En sachant que les rendez-vous c'est au bout de 6 mois, 1 an. Là en 24 heures ils m'ont pris. Quand on est arrivé à l'hôpital et que la généticienne nous a vus, elle a remarqué tout de suite que nous l'avions toutes les deux. Ça ne m'avait pas traversé du tout l'esprit que ça pouvait... voilà, que je pouvais l'avoir. Je savais que mon frère l'avait, mais je l'avais su quelques jours avant, mais ça ne m'avait vraiment pas traversé l'esprit que ça pouvait nous arriver aussi. Enfin, m'arriver, entre autres. Quand on l'a découvert, je n'avais absolument rien. Des petites douleurs, mais rien de méchant, quoi. Je veux dire, enfin, pour moi, vous savez, quand on a des petites douleurs... Ça peut arriver comme ça, sans trop savoir pourquoi. Mais non. Enfin, je peux vraiment vous dire que non, j'avais rien. Monsieur Bassotti. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous venez avec moi. Alors c'est une maladie qui n'est pas si rare que ça, c'est-à-dire qu'elle est classée dans les maladies génétiques rares, parce qu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Ça n'est pas la plus rare et c'est finalement la maladie génétique neuromusculaire la plus fréquente chez l'adulte. Et pourquoi notre maladie s'est développée vers l'âge de 30 ou 35 ans? Alors c'est une maladie qui est très diverse justement, c'est-à-dire qu'il existe des formes qui sont présentes chez l'adulte, c'est votre cas, et puis des formes qui sont présentes chez l'enfant, voire le nouveau-né. Les symptômes ont tendance à être visualisés plus jeune au fur et à mesure qu'on avance dans les générations. J'en ai pas, tu pioches. Si t'as des dessins que tu mets là. J'avais entendu dire aussi que plus on avançait dans la génération, et plus il y a d'importance, enfin ça s'aggrave de plus en plus. C'est ça.
Si moi je transmets, comme ce qui s'est passé, transmis à ma fille peut transmettre à ses enfants, mais ça peut devenir de plus en plus grave. La maladie peut... C'est ça. La petite particularité, c'est que la transmission comporte des différences entre les hommes et les femmes. Par exemple, lorsque les symptômes sont remarqués dans l'enfance, dans les premières années, voire même à la naissance, il est beaucoup plus habituel que la transmission soit passée par une femme. Donc ça veut dire qu'il est très important d'avoir une bonne connaissance du diagnostic chez des femmes jeunes, parce qu'elles peuvent presque n'avoir aucun symptôme, et qu'il y ait un risque qu'elles donnent naissance à un bébé qui soit particulièrement malade. Il y a tellement de symptômes. Et on n'est pas. Il y a des symptômes, on peut se dire moi je perds mes cheveux parce que c'est héréditaire. On n'a pas tous les mêmes symptômes. Alors que c'est la maladie qui fait perdre les cheveux et. C'est un point clé de cette maladie, c'est-à-dire elle est classée dans les maladies neuromusculaires, génétiques, et pourtant le gène est présent dans toutes les cellules de l'organisme. Donc il peut y avoir une liste, une variété de symptômes qui est très importante. Et pour autant, personne n'a exactement les mêmes symptômes, y compris dans la même famille. Elle a Gary, depuis qu'il est petit, le problème, c'est qu'il avait toujours le cœur qui battait très très fort. Et on avait l'impression que le cœur allait sortir de sa poitrine. Mais ne sachant rien, puisque mon mari n'avait pas encore les symptômes, quand il était petit, vers 4-5 ans, on se disait, c'est normal. En fait, j'étais dehors avec mon frère et un copain. On avait fait une partie de chasse à l'homme dehors. Et à 4 ans, on s'est assis sur des escaliers pour goûter et puis se reposer. Et j'ai eu des douleurs à l'oreille et à la tête. Et j'ai senti mon cœur battre très vite. Alors je suis remonté chez moi et puis je l'ai dit à ma mère. Elle m'a dit de me reposer. Et une heure après, c'était toujours pas passé. Alors on a appelé l'hôpital et puis on m'a fait passer une radio et puis on a vu qu'il y avait un problème au cœur, quoi. On sait maintenant que même une personne qui a très peu de symptômes, voire pas de symptômes, peut avoir quand même des manifestations cardiaques. Comme elles sont potentiellement graves, on va conseiller au sein d'une famille, d'une fratrie par exemple, de plusieurs frères et sœurs, de proposer une consultation ou un dépistage, peut-être un test génétique si ces personnes le souhaitent, pour savoir quelles sont les personnes qui nécessiteraient un bilan, et en particulier un bilan cardiaque. Il y a un bon nombre de manifestations qui sont curables, qui se traitent, tels que donc, les troubles cardiaques, qui peuvent être traités par des médicaments ou un pacemaker, des modifications hormonales, la cataracte, des troubles digestifs. On a un bon nombre de médicaments pour beaucoup de ces symptômes. Et puis, pour des manifestations musculaires, des possibilités d'appareillage, de compensation de ces troubles. Je voulais savoir dans la maladie si tous les enfants scolarisés ont tous des soucis d'intégration au niveau scolaire, c'est-à-dire l'apprentissage ou même après. C'est un point qui a été reconnu assez récemment, il y a quelques années seulement, qui est finalement les enfants ne sont pas exceptionnellement gênés par des symptômes musculaires ou de faiblesse, mais vont être gênés par des difficultés d'apprentissage. Ça m'a gêné à partir du CM1, parce que c'est là que j'ai commencé à complètement dégringoler, quoi. Moi, c'est au CP, parce qu'au CP, quand on a fait les contrôles de fin pour savoir si on pouvait passer pour la lecture, je savais pas lire, en fait. À chaque fois, on lisait le même passage, et à chaque fois, j'apprenais par cœur. Donc, jusqu'à la fin du CP, ils pensaient que je savais lire, mais à la fin, ils ont vu que je savais pas lire, donc c'est là où ça m'a posé des problèmes. Tu viens voir, j'ai trouvé un truc sur internet, je t'en prie.
La mutation à l'origine de la dystrophie myotonique de Steinert a été découverte en 1992. Il a fallu plus d'une dizaine d'années pour comprendre les conséquences pathologiques de cette mutation. Il faut savoir qu'il y a, je pense, environ une centaine de groupes dans le monde entier qui travaillent sur la dystrophie myotonique de Steinert. En 1997, on a organisé, grâce à l'AFM, le premier congrès dédié uniquement à cette pathologie. Et en fait, ça a été un tel succès qu'on a décidé de se rencontrer et de rééditer ce congrès tous les 2 ans. Maintenant qu'on a une idée des pistes sur lesquelles on peut agir dans la maladie, il existe différents types d'essais thérapeutiques en cours, des essais pharmacologiques. Nous avons commencé des essais de thérapie génique sur le modèle de souris sur lequel nous travaillons au laboratoire. Donc on a commencé ce projet il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc les essais sont toujours en cours, on a des résultats plutôt encourageants. Mais on espère bien passer rapidement à l'homme. Et il est très important que les familles françaises soient référencées dans une base de données ou prennent contact avec les médecins qui seront impliqués dans ces futurs essais, de façon à faire des groupes homogènes pour, après, la mise en place plus facile et plus rapide de ces essais thérapeutiques. Bon, par rapport à la recherche, par rapport à ce que j'ai trouvé sur Internet, ce que j'entends dire, la recherche avance beaucoup. Maintenant, on va attendre et j'espère que ça va arriver vite et que dès qu'on aura les médicaments, qu'on puisse les essayer pour qu'on ait de la recherche à aller encore plus vite et à ce qu'on arrive à guérir de cette maladie. C'est surtout pour les enfants. Ouais, les progénitures. Parce que, pas que les nôtres, hein, tous les enfants en général, quoi. Ouais. Pour qu'il n'y ait plus cette maladie. Qui se transmet On arrive de famille en famille. On arrive à voir le bout, quoi.